Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. J'ai l'énorme honneur et plaisir d'avoir avec moi mon ami le professeur Jean-Jacques Mourad. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Président. Merci beaucoup. Et vraiment, vraiment énorme gratitude que tu as accepté. Vraiment, à peine quelques jours, on a moins d'une semaine du congrès de l'ESH, et tu as accepté non seulement de nous faire le webinaire, et en plus de nous mettre un article dans notre revue CardioH qui va sortir dans le prochain numéro du mois de juillet. Donc, énorme gratitude. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a fait, mis à part toi. Et je te remercie par avance d'être avec moi aujourd'hui. Donc, il y a de l'actualité, il y a ces recommandations. On est impatient de savoir les grands messages pratiques et il n'y avait pas mieux que toi pour nous en donner les messages clés. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a le chat, vous pouvez les poser et puis j'essaierai d'être votre intermédiaire. Merci beaucoup Jean-Jacques encore. Walid, t'es adorable. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que les recommandations ont été présentées samedi à Milan au congrès de l'ESH où il y avait un peu plus de monde qu'aux dernières sessions, ce qui prouve bien que l'hypertension artérielle n'est pas morte, loin de là, et qu'elle reste un problème d'actualité et d'intérêt, je l'espère. Alors, on s'attendait pas d'emblée à des grandes révolutions puisque, fatalement, les recommandations sont nourries par l'actualité des publications, mais on va voir qu'il y a des choses nouvelles et des orientations et des manières de raconter les choses qui sont pas dénuées d'intérêt pour l'auditoire cardiologique qu'on a aujourd'hui. Alors, je présume que vous voyez bien mes diapositives qui ne bougent plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, les recommandations, c'est toujours d'emblée du quantitatif. Et le quantitatif est au rendez-vous puisqu'on est à 199 pages, pas loin du record. Donc, merci Walid de m'avoir demandé de résumer 199 pages. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a des petites subtilités dans le monde feutré des sociétés savantes. On est obligé quand même de souligner que la colocation, le PAX avec l'ESC est rompu pour ces recommandations, puisque ce ne sont pas des recommandations conjointes avec l'ESC, mais c'est des recommandations faites par l'ESH et adoubé, endorsé par deux sociétés, l'International Society de Hypertension, qui est une société, on va dire, plus orientée vers les pays en voie de développement, vers l'Asie, l'Océanie, et l'ERA, donc l'Association européenne des néphrologues, on va dire, autour du Rhin, ce qui va, vous allez voir, amener un input assez intéressant sur une société qui était très quand même basée et concentrée sur la cardiologie. Deuxième originalité, c'est que la publication qui a été associée, le release de la publication des guidelines dans le Journal of Hypertension est du grand classique puisque c'est le journal de la société, mais il est clairement mentionné que c'est un draft. Et très clairement, pour l'avoir lu en profondeur, il y a des coquilles de forme et par exemple, les références ne sont pas ajustées, il y a des décalages dans les références. Donc, je pense qu'il va y avoir des corrections très rapides, et en particulier sur certaines figures, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de précipitation dans la volonté de rendre ce document de 200 pages en même temps que la présentation orale des guidelines. 1743 références, donc pas rien, et 4 auteurs français dans les signataires au titre probablement de leur implication très forte au niveau européen, Michel Azizi, Stéphane Laurent, Atul Pathak et Athanas Benetos qui amènent une composante gériatrique dans le panel des auteurs. Donc, si vous avez des choses à critiquer, vous avez les copains, les noms, les adresses mail pour les joindre directement. Alors, cette introduction rapide étant faite, on peut quand même se poser la question de quelle est l'utilité d'un pavé de 200 pages au-delà de faire du buzz. Faire le buzz sur l'hypertension, c'est pas inutile. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression depuis des années
et c'est confirmé par les dernières données France et puis Europe et puis monde, qu'il y a un peu de laisser-aller, une petite dérive vers soit une stagnation, soit une régression du dépistage et du contrôle tensionnel. Et finalement, même s'il n'y a pas de révolution dans le discours, refaire un petit peu de lumière sur une pathologie qui est le premier recours de soins en médecine générale, la première cause de mortalité. On répète toujours les mêmes chiffres, mais ça reste pas une maladie qui a un effet de mode, c'est une vraie maladie qui nécessite probablement collectivement qu'on fasse toujours un peu mieux pour être dans l'actualité, être up to date, comme on dit en français, et faire le mieux pour les patients qui nous dédient leur santé. Je vous rappelle cette infographie qui a été publiée la veille de la Journée mondiale contre l'hypertension par Santé publique France, essentiellement sous la houlette de l'équipe maintenant de Santé publique de Jacques Blaché, où on a quand même un nombre d'hypertendus et un reflet de l'inertie thérapeutique et de notre incapacité collective à manier des molécules pourtant matures dans l'hypertension, et pour lesquelles, puisqu'on est au CNCH, les cardiologues sont ressentis par la population et la médecine générale légitimement comme les spécialistes de recours naturels, et on a un devoir de responsabilité quand on est cardiologue libéral, même si on a une fibre de rythmologue ou d'insuffisant cardiaque, ou d'avoir l'honnêteté de dire c'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité, je m'y connais pas, et auquel cas réorienter, ou alors prendre à bras le corps la question posée, qui est une question, on va le voir, essentiellement d'acheter à résistante, et répondre de manière appropriée et non pas répondre en proposant une batterie d'examens plutôt sur le bilan de retentissement plus que sur l'adaptation du traitement et le bilan étiologique. Mais on y reviendra. Quelques figures que j'ai piquées pour juste vous montrer des choses un peu nouvelles, mais qui racontent des choses un peu anciennes. Voilà la figure qui est proposée pour parler de la pathophysiologie complexe de l'hypertension. Tout ça pour dire quoi? Que les facteurs, on n'est plus dans la maladie monogénique et le Graal de trouver la mutation génétique qui va expliquer la cause de l'hypertension. On n'est clairement pas, et c'est la démonstration par cette figure, dans le Graal de la molécule nouvelle ou ancienne qui va soigner tous les hypertendus. Vous avez des causes multifactorielles et évolutives au cours du temps qui impliquent plusieurs systèmes de régulation de la pression artérielle, avec des facteurs environnementaux qui viennent se rajouter parce que voilà, on parle de pollution atmosphérique, on parle de réchauffement climatique, on parle d'exposition au bruit par exemple. Et tout ça explique pourquoi des nouvelles voies thérapeutiques, comme les anti-endothéline en particulier, sont justifiées dans la régulation de la pression artérielle, puisque la voie de l'endothéline est bien entendu impliquée. Voilà, rien de nouveau. Parler de la mesure est essentiel, puisque le diagnostic de l'hypertension, quoi qu'on en dise, reste basé sur une mesure maintenant plus que centenaire, avec des affres dans la réalisation pratique de cette mesure. Que retenir? Rien de majeur. Deux points importants. Un nouveau site dédié aux appareils validés de la pression artérielle. On a souvent parlé d'appareils de mesure maintenant automatisés ou semi-automatisés dédiés au grand public ou au cabinet. Et on a toujours dit qu'il fallait se référer à une liste de l'HAS, d'appareils, etc. Cette liste était depuis des années obsolète parce que non renouvelée. Aujourd'hui, un nouveau site a été mis en place et il suffit d'aller sur ce site-là pour vérifier que l'appareil que vous avez entre les mains ou que vous conseillez à votre patient répond aux normes de validation ou est rentré sur un banc de validation. Deuxième point important, alors il est encore anecdotique, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'un certain type d'appareil est très présent sur les réseaux sociaux et comme étant la solution idéale et adaptée au suivi de l'hypertension artérielle. Je ne vais pas citer le nom de marque, mais il a fait l'objet d'études et il est promu par certains experts de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, sur la base des dernières études et en particulier l'incapacité de ces appareils à dépister autre chose que des variations de pression, mais pas des valeurs absolues de pression artérielle, ces appareils de pression artérielle sans brassard, en fait, ces cuffless, ne doivent pas être utilisés dans le suivi correct
au stade actuel des connaissances, de patients hypertendus. Donc, on reste, même si c'est fun, même si ça ressemble à du gadget, même si avoir des centaines de milliers de mesures de la pression artérielle au cours des 24 heures et tous les mois avec ces appareils peut être fun, c'est aujourd'hui, au stade des connaissances et d'évaluation de ces appareils, pas recommandé, pas fiable, et en particulier la nuit. Donc, 2 points importants. Comment, et ça je suis encore surpris que certains médecins et parfois des cardiologues ignorent les bonnes règles de mesure de la pression artérielle, en particulier à conseiller aux patients à la maison. Il y a un débat parce qu'il y a des habitudes ancrées dans les pays. Nous, on est plutôt sur une règle de 3 jours parce qu'on la sent plus faisable que 7 jours. Il y a des pays plus exigeants où on va jusqu'à 7. Retenons des recommandations qu'on dit que dans un protocole de mesure, on ne peut pas être en dessous de 3 jours, donc les recommandations françaises, et qu'il faut bien conseiller cette position aux patients, qui commence par avoir un appareil validé, plutôt au bras, pas au poignet, être dans une ambiance calme, pas avoir son conjoint, son chien de compagnie en train de tourner autour, de regarder par-dessus l'épaule, etc., ne pas avoir fumé, ne pas être devant une télé anxiogène, être au calme, c'est-à-dire on mesure la pression artérielle au calme et pas quand on a un symptôme, et ne pas parler pendant les mesures, être assis dans une position confortable et pas sous tension musculaire, ne pas croiser les jambes, être détendu et le brassard au niveau du cœur, et mesurer 2 ou 3 mesures, peu importe, mais l'idée c'est d'avoir un minimum sur un protocole de mesure de 18 mesures que vous allez moyenner entre le matin et le soir. Ce reste, vous le connaissez, mais c'est extrêmement important et ça peut vous faire l'économie de mesures au cabinet moyennement faites qui nécessitent au moins 5 minutes de repos. Et vous pourriez réserver finalement votre mesure à une recherche d'hypotension orthostatique, par exemple. Alors, quelle est l'observation idéale d'une observation d'hypertension artérielle? Eh bien, la voilà. L'observation idéale, elle nécessite un certain nombre de points qui sont pas très sophistiqués, mais qui sont rarement exhaustifs quand on regarde finalement ce qu'on fait au quotidien, et je m'inclus totalement dans ce devoir d'inventaire. Ça nécessite effectivement des antécédents personnels finalement d'histoire de l'hypertension artérielle. On va pas se comporter pareil chez un nouvel hypertendu nouvellement diagnostiqué versus 10 ans d'hypertension, un passé d'intolérance ou d'inefficacité tensionnelle. Et une histoire de plus ou moins compliquée d'adhésion au traitement. Les antécédents d'éclampsie, prééclampsie doivent être bien entendu chez les femmes inclus dans l'histoire. Les facteurs de risque restent du très classique. On ne demande pas d'aller chercher des choses rarissimes, hein. On est dans le très classique, mais il faut être exhaustif. Et on inclut, c'est une évidence, une recherche d'apnée du sommeil à travers des symptômes de type ronflement, en n'hésitant pas à interroger le partenaire de nuit chez ces patients-là. On rajoute une information sur les antécédents de cancer, parce qu'il y a d'abord des facteurs de risque croisés et que vous le verrez plus tard, les recommandations insistent sur le fait que les patients qui sont aujourd'hui des survivants de cancer sont plus à risque de développer de l'hypertension artérielle et ça fait partie des suggestions, des recommandations de dépistage ciblé. Bien entendu, les symptômes et l'atteinte des organes cibles doit être recherchée, elles sont très classiques. Ne pas oublier, s'il vous plaît, ce qui est un pan entier un peu négligé dans ces recommandations, c'est l'artérite des membres inférieurs, puisque aucun chapitre n'est dédié aux artéritiques. C'est un peu curieux et un petit regret qu'on peut avoir dans ces recommandations. Et puis, bien entendu, quand vous êtes cardiologue ou généraliste attentif, vous devez chercher des signaux qui doivent vous faire évoquer une hypertension artérielle secondaire, sans attendre le stade de la résistance, et ils sont mentionnés ici. Et puis, bien entendu, chercher des facteurs qui favorisent l'élévation de la pression artérielle, et au premier rang duquel aujourd'hui la cocaïne, vu qu'elle est très démocratisée dans certaines franges de la population, et que il serait idiot et non contributif de ne pas interroger un cadre supérieur de la trentaine, quarantaine, un peu stressé,
qui vient pour un dépistage d'hypertension, si vous lui partez pas de cocaïne, il va pas vous l'avouer directement et c'est probablement la cause de son hypertension artérielle. Voilà les autres tableaux sur finalement ce qu'on doit chercher et mesurer. Hein. N'oubliez pas, le poids à la taille, c'est une évidence. On insiste au-delà d'un certain âge sur une mini-évaluation du statut cognitif parce qu'il va influencer finalement aussi vos cibles thérapeutiques et jusqu'où vous allez aller. Et puis, bien entendu, regardez la peau des gens pour vérifier s'ils n'ont pas des taches café au lait, vérifier qu'ils n'ont pas un faciès de Cushing et dépister éventuellement des signes d'hyperthyroïdie, rien que du traitement classique. Sur la prise de sang, rien de sophistiqué. C'est à la portée de tout le monde et ça a vocation à pouvoir être fait en France comme au Sénégal et il n'y en a rien de péjoratif en disant ça. L'idée, c'est de ne pas, à ce stade-là, rendre la prise en charge compliquée pour le plus grand nombre, étant donné que c'est une épidémie mondiale et qu'il ne faut pas rendre la chose compliquée ou coûteuse. Un cardiologue à qui on adresse un hypertendu doit être au fait qu'on attend de lui, dans un monde idéal, qu'il puisse répondre de manière claire. Il n'y a pas ou il y a possibilité de 3 causes classiques d'hypertension qu'il ne faut pas négliger. On ne vous demande pas de connaître le Gitelman, le Lidl, l'hyperaldostéronisme sensible aux glucocorticoïdes ou les choses comme ça. C'est pas ce qu'on attend de vous à ce stade-là. On attend de vous, en revanche, de ne pas rater des choses que vous ne ratez pas actuellement parce que ça reste dans votre écosystème, qui est la sténose d'artère rénale athéromateuse, parce que c'est une prévalence de l'ordre de 10% globalement dans l'HTA résistante, que vous avez bien entendu les signes qui doivent vous évoquer ça, au-delà du souffle, etc. C'est quand même des gens qui ont d'autres signes d'athéromateuse que vous avez dépistés ou qui vous ont alerté, nommément le coronarien. Et il faut savoir y penser sur une population plus âgée qui revient vous voir régulièrement ou qui est réhospitalisée régulièrement pour des œdèmes, des flash œdémas, hein, des œdèmes flash, parce que c'est typiquement probablement la plus belle indication à une angioplastie des artères rénales. Et ces vieilles personnes qui reviennent avec des poussées hypertensives et des OAP très brutaux et des fonctions ventriculaires gauche conservées, et qui dégradent rapidement leurs reins au passage dès que vous leur mettez un poil d'IEC ou de Zartan après les avoir essorés avec des diurétiques, il faut savoir penser à rechercher une sténose de l'artère rénale sur ce profil-là. Le deuxième gros profil que vous oubliez le plus souvent, très honnêtement, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. C'est une prévalence plus importante que la sténose athéromateuse de l'artère rénale. Vous avez 10 000 raisons d'y penser quand vous êtes cardiologue, à travers bien sûr l'hypokaliémie, mais il faut savoir y penser. La fibrillation atriale sur cœur sain, c'est majeur. C'est des gens qui, parce qu'ils sont hypokaliémiques, calicitiques et hypomagnésémiques, font plus de fibrillation atriale que les autres. On l'avait démontré depuis les années 98. C'est le papier que j'avais fait quand j'étais chef de clinique qui est le plus cité dans la littérature dans ce domaine. Il y a des gens qui ont des hypertrophies ventriculaires gauche plus importantes que leur niveau tensionnel le justifierait. Pourquoi? Parce qu'ils sont non-deeper, donc ils ont une charge tensionnelle plus importante que quelqu'un qui a le même niveau tensionnel uniquement le jour. Et le moyen simple de le débrouiller, c'est de faire une rénine à l'arrache, une rénine à la volée, comme on dit, à condition que les gens, en gros, aient la trithérapie classique ou la bithérapie qui exclut les bêta-bloquants, puisque les bêta-bloquants sont les seuls qui vont faire baisser la rénine. Si vous avez des gens qui ont un IEC, un Zartan, a fortiori un diurétique, ils ont toutes les raisons, s'ils prennent leurs médicaments, d'avoir une rénine au plafond, très élevée et stimulée par les médicaments. Si sous ce traitement, vous avez une rénine effondrée, il y a 2 diagnostics. Soit ils ne prennent pas leurs médicaments, et auquel cas vous avez une cause à la résistance, soit ils ont un hyperaldostéronisme primaire et vous devenez brillant et authentiquement répondant à la question. Et la seule imagerie qui compte à ce stade-là, c'est un scanner des surrénales et pas l'IRM. Pourquoi? Parce que les adénomes font en moyenne 1 cm et que la résolution du scanner est plus importante que la résolution de l'IRM.
Donc c'est très simple. Troisième diagnostic, bien moins fréquent, mais qu'il faut savoir connaître. Et on est dans un profil de gens plus gros avec un morphotype très particulier. Mais les morphotypes peuvent être moins flagrants sur les adénomes de Cushing, pas très importants. Et il faut savoir penser à Cushing si l'hypertendu est diabétique, si l'hypertendu a bien entendu un retentissement cardiaque important. Et puis là, le diagnostic est simple, hein, c'est le cortisol libre urinaire qu'il faut savoir doser en première intention. Donc, ces trois diagnostics, ils sont vraiment cruciaux. En sortie de consultation de recours, on attend de vous, cardiologie de recours, de répondre à ces questionnements qui ne sont pas toujours du niveau d'un généraliste. Les cibles thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un premier point qui est de dire globalement, quel que soit le stade, on peut jouer sans médicaments jusqu'à 150-95. Mais si vous avez 150-95, c'est un médicament. Ça n'exclut pas les règles d'hygiène et de vie, mais on sait que les règles d'hygiène et de vie ne suffiront pas et que d'attendre trop longtemps est contre-productif pour plein de raisons. Donc, à 150-95, il n'y a pas à jouer, vous donnez un médicament. Et ils ont été, pour une fois, ils ont suivi la voie qu'on avait préconisée et initiée pour nos recommandations françaises depuis 2012, c'est qu'ils ont donné un deadline pour le contrôle. Et le deadline, ce coup-ci, il est plus ambitieux que le nôtre, puisqu'ils disent, en gros, au bout de 3 mois, il faut être contrôlé. Et donc, on arrête de laisser dériver des mois et des mois des patients non contrôlés. Alors, comment on y arrive? On va voir. Mais sur les cibles, ils ont fait un schéma qui vaut ce qui vaut, qui va faire beaucoup discuter, qui est celui-ci, qui a l'avantage de la clarté si on regarde en diagonale, qui, en gros, on attend pour la plupart des patients d'être dans la cible qui est objectivée pour la systolique à gauche et la diastolique à droite dans la cible verte. Donc, en gros, entre 120 et 140 de systolique et entre 70 et 80 de diastolique. Qu'on peut, dans certaines situations, être dans les zones oranges. Et en particulier le sujet fragile, âgé, où on va se donner une cible de systolique entre 140 et 150. Ce qu'on ne veut pas, et on est dans une des ambiguïtés alors qu'on est endorsé par les rats, d'être un peu en contradiction avec ce que disent les dernières recommandations nord-américaines des néphrologues. Ce qu'on ne veut pas, dans la très grande majorité des patients, c'est des pressions en dessous de 120 ou en dessous de 70. Pourquoi en dessous de 120? Parce que le bénéfice de supériorité additive n'a franchement pas été démontré. Et quand il a été démontré au prix d'un niveau d'intolérance trop compliqué. Et pourquoi on veut pas en dessous de 70? Parce que comme vous le savez, les diastoliques basses sont un reflet d'un état artériel extrêmement calcifié et que la diastolique, c'est la pression de perfusion coronaire et qu'on sait que si vous allez chercher des systoliques, à baisser des systoliques alors que vous partez d'une diastolique basse, vous allez courir éventuellement à des risques de courbangie et on ne veut pas de ça. Donc, en gros, si vous arrivez pour la plupart de vos patients à être strictement en dessous de 140 et strictement en dessous de 80, c'est top. Dans certaines situations, entre 120 et 140, plus vous êtes entre 120 et 130, si c'est bien toléré, c'est très bien, et ça sera un peu mieux, mais pas en dessous de 120 et pas en dessous de 70. Le même message un peu stratifié en fonction de l'âge, vous le retrouvez dans un tableau. On retrouve en rouge ce qu'il ne faut pas faire, ce que je vous ai déjà dit, jamais en dessous de 120, jamais en dessous de 70, mais avec des pondérations. Vous voyez, si vous êtes quand même en dessous de 70, mais à 150 ou à 160, 70, ce qui est une situation qu'on peut voir chez les gens à forte pression pulsée, très calcifiés, les insuffisants rénaux, les très âgés, il y a quand même un intérêt, mais sous contrôle attentif de ce qui se passe sur la diastolique, d'essayer d'écrêter la systolique pour la ramener entre 140 et 150. Pour le reste, c'est des données assez classiques. Le message général quand même, c'est de dire l'âge ne doit pas être une contre-indication seule à arrêter des médicaments, voire à être moins ambitieux sur des cibles tensionnelles, à condition que
l'âge ne soit pas associé à une détérioration du caractère fit du patient et de son espérance de vie, bien entendu. Comment on y arrive? Vous retrouvez une figure qui ressemble énormément à celle qu'on a vue en 2018, c'est-à-dire on doit commencer par une combinaison dans la grande majorité des patients, sauf les très fragiles, sauf les hypertendus légers entre 140 et 150. Ça, on connaît. On doit commencer par une combinaison qui est basée sur un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique, thiazidique ou thiazidique-like. Il rajoute une information, c'est qu'avec cette recette à 1 comprimé, au bout d'un mois, vous allez atteindre 60% d'hypertendus contrôlés. C'est les données de la littérature. Ce qui veut dire que c'est pas la panacée et que si vous voulez aller vers 70, 80, il mentionne même 90, il va falloir une trithérapie qui est la combinaison des trois. Rien de nouveau, mais il donne les ambitions de réussite. Et derrière, on va parler d'hypertension résistante. Il vous mentionne que cette hypertension résistante, qui est un cœur de niche que certaines approches thérapeutiques veulent s'approprier, c'est une niche. C'est en théorie, si on a bien fait le taf avant, c'est de l'ordre de 5% des patients. Et vous voyez qu'à droite apparaît un truc nouveau qui est de warning. Rappelez-vous, il y a une classe thérapeutique que adorent les cardiologues, qui sont les bêta-bloquants. Et on vous dit, les bêta-bloquants, vous pouvez les donner à chacune de ces étapes si vous estimez nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ça justifié? On va pas dire que c'est justifié par le fait qu'il y avait 4 symposiums sur les bêta-bloquants au cours de ce congrès. Ça serait d'être une mauvaise langue. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que, et c'est humain, c'est que réduire les recommandations à des figures, et c'est ne pas lire le texte, et c'est pour des non-cardiologues des raccourcis qui ont abouti à faire oublier à des généralistes, probablement, l'intérêt dans certaines situations des bêta-bloquants, y compris en prévention primaire. Et donc, ces recommandations tentent de corriger ce courant de pensée un peu réducteur, parce que c'est vrai qu'on peut pas se passer d'une classe entière, on pourrait se passer d'une classe entière si on était à 100% d'hypertendus contrôlés. On ne l'est pas. Et il rappelle, ces recommandations, que même si rien de nouveau entre 2018 est apparu pour les bêta-bloquants, qu'on reconnaît que leur efficacité est diminuée dans la prévention des AVC et en particulier chez les sujets âgés, néanmoins, il rappelle qu'il y a des indications évidentes qui sont les premières, qui sont celles que vous connaissez, les de prévention secondaire, mais ils ont rajouté des indications pour un peu booster l'image. C'est l'hypertension pendant la grossesse qui peut tirer le bénéfice de certains bêta-bloquants, que bien sûr la fibrillation atriale, etc., etc. Mais ils ont listé toute une série de situations cliniques dans lesquels les bêta-bloquants, sans être mandatory, comme dans le post-infarctus, peuvent être une bonne option thérapeutique dans une recette. Alors, vous avez les situations qu'on rappelle, les vieilles études de 2000, c'est les situations périopératoires d'hypertension artérielle, où le risque a été diminué quand on a donné un peu de bêta-bloquant autour d'une intervention. Des gens un peu stressés, les POTS, le syndrome d'apnée du sommeil, bien que ça soit discutable, on retrouve là une des rares mentions des artéritiques. Et tout ça est très orienté, bien entendu, sur les bêta-bloquants, bêta-1 cardiosélectifs, ce qui apparaît pas clairement dans le tableau, mais qui apparaît clairement dans le corps de texte. L'hyperthyroïdie, la migraine, le tremblement essentiel, les anxieux, les syndromes post-traumatiques. Vous voyez bien qu'on a essayé de gonfler ce tableau pour rappeler aux gens que finalement, il y a des situations où le bêta-bloquant peut être soit ramener du confort, soit ramener de la baisse de tension, au moins aussi équivalente que les 3 classes thérapeutiques qui sont privilégiées dans la manière dont on raconte l'histoire depuis 6 ans. La chose la plus nouvelle, parce que c'était un des rares articles publiés entre 2018 et 2022 sur les bêta-bloquants, c'est de dire, d'une manière un peu provocante, moi je l'ai ressenti comme ça, que les bêta-bloquants, chez le BPCO, ça peut être vachement bien. Et que c'est même une indication favorable. On la retrouve dans ce tableau, elle apparaît là, COPD. Alors, pourquoi il raconte cette histoire-là? Essentiellement sur la base d'une grosse méta-analyse publiée dans l'European Heart Journal en 2020,
qui a repris un certain nombre d'études comparant chez des patients BPCO l'effet de la prescription ou non de bêta-bloquants, qui soient sélectifs ou non, sur les exacerbations de BPCO, la mortalité hospitalière et la mortalité totale. Et il remarque, et c'est la conclusion de cette méta-analyse, que les bêta-bloquants devraient être plus utilisés dans cette situation, à condition qu'ils soient tolérés, et ceux qui sont tolérés sont plutôt les bêta-1 sélectifs, parce qu'ils réduisent, pour certains, les exacerbations de BPCO, et pour l'autre, la mortalité totale qu'on peut imaginer, puisqu'il y a des facteurs de risque croisés entre le cardiovasculaire et la BPCO, le tabagisme en étant un parmi eux. Et il rajoute aussi la fréquence cardiaque en disant que tout ce qu'on a raconté de mal sur les bêta-bloquants dans la BPCO existait quand les gens n'étaient pas co-traités par des bêta+, et que quand on associe ces deux-là, d'abord l'effet des bêta-1 sélectifs n'annihile pas les bêta+, il y a des études qui semblent montrer, et deuxièmement, vous éteignez le risque d'exacerbation de BPCO quand les gens ont un traitement de fond par bêta+, de leur BPCO. Et sur cette base de pseudo-nouveautés, il raconte une histoire qui convaincra ou pas, mais tout en disant dans le texte, attention, c'est if tolerated, les bêta-bloquants, bêta-1 sélectifs, pourraient être une option chez les gens de type BPCO. Mais sur le reste, il n'y a pas grand-chose. Le domaine de l'hypertension artérielle résistante a été la source de certaines nouveautés, et c'est là où on va retrouver l'input des néphrologues qui ont endorsé ces recommandations. Jusqu'à présent, on disait quoi? On disait la résistance, c'est j'ai une pression artérielle pas contrôlée malgré 3 médicaments que doivent être des molécules ici, des bloqueurs de système rénine-angiotensine, un inhibiteur calcique d'hydropyridine et un diurétique thiazidique. On vérifie que c'est une vraie résistance en vérifiant que les patients prennent leur traitement. On vérifie qu'ils ont une mesure ambulatoire qui confirme que c'est pas une blouse blanche. Et derrière, on doit faire un bilan à la recherche des 3 grandes causes et puis les autres que je vous ai déjà citées. Et puis, si on trouve rien, on rajoute 12,5 à 25 ou 25 à 50 mg d'aldactone, pas plus. Et généralement, ce rajout va venir régler un certain nombre de problématiques liées à des formes d'hypertension à rénine basse ou de pas assez de diurétique, en fait, dans les 25 mg d'équivalent d'hydrochlorotiazide. Ce qu'on précise dans ces recommandations, c'est que cette stratégie, elle ne peut pas s'appliquer quel que soit le niveau de fonction rénale. Et on sait que chez les hypertendus résistants, il y a un certain contingent qui a une fonction rénale altérée et qui ne va pas pouvoir être éligible aisément à la spironolactone, dont on connaît le risque d'hyperkaliémie, etc. Et donc, on rajoute une strate d'information en disant que quand on a un DFG supérieur à 30 ml par minute, on peut introduire de l'aldactone en la titrant progressivement et sous surveillance clinique et biologique. Ou aller vers un bêta-bloquant ou un alpha-bloquant ou un central. Mais que la classe thérapeutique, voire même la molécule thérapeutique dédiée, c'est la spironolactone, même si on est dans un degré d'insuffisance rénale modéré, entre 30 et 60. Qu'en revanche, si on est en stade 4-5, la spironolactone ne va pas être possible. Et ce qu'il propose, c'est sur la base d'une étude qui s'appelle l'étude CLIC, qui a là encore été publiée dans les années 2020, qui a démontré que de rajouter de la chlortalidone sur une base qui n'est plus un diurétique thiazidique au départ, mais qui est le furosémide, qui est justifié par le fait que les thiazidiques, théoriquement, ne sont plus efficaces quand on a ce niveau d'insuffisance rénale, et ben faire une association de 2 diurétiques qui vont pas être pour le coup le thiazidique et l'aldactone, mais de ce côté-là, le furosémide et de la chlortalidone, va être sacrément efficace, comme le démontre l'étude CLIC, que si on veut pas, on reprend les 2 autres qui sont neutres sur le rein, bêta-bloquant, alpha-bloquant ou central. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Premièrement, que c'est une bonne idée, que les néphrologues utilisent beaucoup, mais que les cardiologues connaissent mal. Certains cardiologues qui font beaucoup d'insuffisance cardiaque manipulent déjà des associations de thiazidique et de furosémide, et ça, je le sais par les collègues.
Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que la chlordéidone, on n'en a pas en France. On en a uniquement dans le ténorétique, en association fixe, et elle est à 12,5. On n'est pas dans le maniement de ces patients-là, puisqu'on n'aime pas, comme vous le savez, la ténolol dans l'hypertension. Donc, ce qu'ils disent dans le texte, c'est ce qui est noté ici, c'est que vous pouvez, en remplacement de la chlorthalidone, proposer l'autre thiazide-like qui aussi fonctionne un petit peu, et en tout cas beaucoup mieux que l'hydrochlorothiazide dans ses niveaux de DFG, qui est l'indapamide. Et donc, ce qui est préconisé, si on lit ce tableau et qu'on le transforme à la France, c'est qu'une association furosémide-indapamide pourrait amener un intérêt dans ces niveaux de pression artérielle. Faut le reconnaître, honnêtement, habituellement et légitimement géré en milieu néphrologique. Alors là, la dénervation rénale, vous attendez tous ce qui est raconté là-dessus. Alors, la dénervation rénale rentre, et c'est une des nouveautés, trouve ses lettres de noblesse, certains diraient enfin, dans les recommandations ESH. En 2018, on disait non, clairement non. On disait ça doit être réservé au protocole de recherche et pas à la pratique clinique. Aujourd'hui, le courant de pensée a été, je ne vais pas dire lobbying, a été efficace puisque on a un grand chapitre sur la dénervation, bien balancé, je trouve, parce que je trouve que là, l'input des leaders français comme Michel Azizi et d'autres et Atoul a été efficace. Pour dire quoi? Pour dire qu'on est à un niveau 2, on n'est pas à un niveau 1 en termes de niveau de preuve sur ce que ça apporte comme traitement additif au traitement ou alternatif chez des authentiques intolérants au traitement, tout en disant que tout ça doit être, et c'est un niveau 1, extrêmement raconté, précisé en amont d'un éventuel geste aux patients. Et quand on fait ça, il y a 2/3 des patients qui refusent la dénervation. Et que enfin, et c'est cohérent par rapport à ce qui est mis en place en France, on fait pas de la dénervation comme ça entre deux dilatations. Il faut le faire dans des centres experts qui ont une expérience et qu'il faut avoir une validation de l'indication par un centre expert. Et en France, c'est les nomméments, et c'est prévu comme ça dans le remboursement. Soit dans un centre d'excellence, il y en a un peu moins d'une vingtaine aujourd'hui en France, soit dans des blood pressure cliniques, et il y en a, je crois, une quinzaine aussi en France. Donc, ça doit être réfléchi et ça doit être bien organisé et bien évalué avec un registre dédié pour ces patients. Et donc, si on ne fait pas de dénervation, parce qu'on a vu que ça va toucher peu de gens, il y a une étape d'après, et les auteurs, vous voyez, élargissent le champ des médicaments au SGLT2 que vous connaissez maintenant en cardiologie dans d'autres domaines, mais dont il est rappelé que ce sont des équivalents de diurétiques et qui ont un abaissement tensionnel et qui peut venir booster la voie des diurétiques, quelles que soient les deux voies, et ou la finérénone, qui va venir remplacer la spironolactone. Hein. Bien entendu, il n'est pas question de donner, et c'est une des coquilles, je vous en parlais au tout début de cette figure, qui va être corrigée. J'ai envoyé l'information à qui de droit, parce qu'une lecture en diagonale de cette figure suggérerait qu'on pourrait faire spironolactone plus finérénone, ce qui est pas logique. Et donc, vous voyez, on prépare l'avenir, c'est-à-dire, il n'est pas noté les anti-endothéline, mais qui auront également leur place quand on aura l'AMM et la disponibilité de ces molécules à ce stade-là. Les inhibiteurs SGLT2, là, ils sont avec les diurétiques en orange, hein, ou ils sont où? Ils sont, pardon? Les inhibiteurs SGLT2, ils sont où? Bah, ils apparaissent en 5e main, là. 5e main, voilà, c'est ça. OK. Alors, vous êtes cardiologue, donc je ne pouvais pas faire l'économie d'un grand champ de vos pratiques. L'hypertendu coronarien, il y a quelque chose qui passera probablement inaperçu, mais qui est comme un peu mon dada. Je me permets, comme vous me donnez la parole, d'insister dessus. L'hypertendu coronarien, c'est un des rares champs où clairement les deux bloqueurs de système rénine-angiotensine sont clairement différenciés, où il est dit de manière, je trouve, assez claire, pour une fois, que rien n'a été démontré dans ce champ pour les ARTAN, et que les ARTAN doivent être donnés chez un hypertendu coronarien uniquement si on a une démonstration claire et pas un a priori d'intolérance aux IEC. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de preuve
très important sur le bénéfice des IEC chez le coronarien et que les Artans ont essayé, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils ont essayé et ils n'ont pas pu démontrer un quelconque bénéfice sur les événements coronaires et sur la réduction des événements coronaires dans cette population. Autrement dit, un cardiologue aujourd'hui face à un coronarien qui prescrit un Zartan, non seulement il n'est pas clairement dans les clous des recommandations, mais il fait aussi l'économie de ce niveau de preuve très important qui n'est pas une zone grise. C'est-à-dire qu'on a essayé de démontrer le bénéfice des Artans et qu'il n'a pas été démontré dans cette population. C'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est qu'il n'a pas été démontré. Et il préconise chez ces patients l'association IEC bêta-bloquant qui est logique, vous la connaissez, plus ou moins associée à une dihydropyridine si on a de l'angor résiduel, mais ça, c'est le b.a.-ba de votre métier. On aurait pu au passage élargir cette recommandation au domaine plus large de l'athérosclérose et aux patients artéritiques au passage. Mais il n'y a aucune mention de l'artéritique dans ce truc-là. On arrive bientôt à la fin. Il y a un chapitre entier d'un mouvement de mode, mais qui est important puisque les traitements anticancéreux sont en grande vogue, etc., avec une foison de nouvelles thérapies ciblées qui toutes plus ou moins donnent de l'hypertension. Donc, nous sommes sollicités sur des gens qui ont maintenant une espérance de vie de plus en plus longue, qui ne maigrissent pas et qui ne baissent pas leur tension parce qu'ils ont un Karnofsky qui baisse et qui font de l'hypertension qui est parfois un frein, à l'administration de certaines molécules. On en connaît de plus en plus, on connaît les mécanismes qui sont parfois un peu différents entre les tyrosine kinases, les anti-VEGF. Il y a une figure, un tableau récapitulatif non exhaustif de ces molécules que vous pourrez trouver qui est là. Pour dire quoi? Pour dire que le cardiologue ou le médecin impliqué dans l'hypertension de ces gens-là dans la région doit connaître un minimum de choses, qui finalement, une fois qu'on a dit deux choses importantes qui sont en rouge, qui est de dire on ne prescrit pas, on ne donne pas son OK pour une chimiothérapie inductrice d'hypertension chez quelqu'un qui a plus de 180-110 de pression artérielle de manière certaine, c'est-à-dire au repos, pas stressé dans un hôpital de jour, entouré de 22 personnes avec une pression artérielle prise à l'arrache par un appareil non validé par une infirmière d'onco-pressée. C'est pas ça, ce que je dis. C'est 180-110 mesuré à la maison dans les 3 jours qui précèdent un hôpital de jour, ce qui serait le monde idéal. D'accord? On ne doit pas donner, on essaye d'éviter les diurétiques chez ces gens-là, parce que les troubles hydroélectrolytiques, les QT longs, les problématiques de calcium chez les gens qui ont des métas, d'accord? Donc, on essaie de se rappeler de ça. On essaie de se rappeler aussi de la difficulté sur tildiane misoptine chez ces patients-là parce qu'il y a de l'interaction sur le CYP3 à 4 et la PGP qui peuvent venir créer des problèmes avec ces molécules anticancéreuses. D'accord? Sur tout le reste, un cancéreux, c'est un malade comme un autre. À partir du moment où il a l'espérance de vie, qui n'est pas en stade terminal. Et pour finir, pour dire qu'il y a du taf pour les générations d'après nous, il faut en conclusion ce qui reste du champ des zones grises et ce qui restera à clarifier, à démontrer pour plutôt stimuler la recherche. Voilà la liste. Elle peut apparaître plus ou moins importante, les sujets peuvent être plus ou moins intéressants, mais il y a des champs entiers pour s'intéresser à l'hypertension, pas seulement sur l'aspect clinique, mais sur la recherche. Et chacun d'entre nous peut s'approprier un ou plusieurs sujets et dédier un peu de son temps pour essayer de répondre à ces questions que nos grands capitaines de l'ESH, Mancia et les autres vous demandent de répondre dans les années futures. Voilà un résumé largement pas exhaustif, un peu à chaud des recommandations et j'en arrêterai là pour avoir un peu de temps pour les échanges si vous le voulez bien. Écoute, c'est je t'arrête, voilà. Je te remercie, c'était très clair. Voilà. Je te remercie, c'était très clair. Vraiment énorme gratitude, c'était très complet. Ça suscitera plein d'autres webinaires parce que ça va dans tous les sens. Et comme tu dis, déjà sur les réseaux sociaux, on voyait un certain nombre de commentaires de médecins, cardiologues, on est tous dans des groupes WhatsApp et donc certains commentaient sur effectivement les bêta-bloquants, sur l'automesure, etc.
Donc, je vais essayer à la fois de prendre quelques questions qui sont dans le chat et également te poser quelques questions qui me tenaient à cœur. On va Ok, essayer de faire des questions courtes, réponses courtes pour on pouvoir va essayer, engager. ouais. Alors, d'abord, j'ai vu, tu vas me corriger si je me trompe, on dit que l'automesure n'est plus un élément de diagnostic. Est-ce que c'est vrai? Ben, elle l'a jamais été formellement. On a le poids de l'histoire, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, toutes les données de morbimortalité, tous les essais thérapeutiques ont été basés sur la mesure au cabinet. Mais la mesure au cabinet faite dans des conditions extrêmement protocolisées. On a l'intérêt de l'automesure additionnel. On sait que la répétition des mesures permet de s'approcher plus du monde réel, mais on n'a pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas formellement une définition de l'hypertension basée sur l'automesure. On a une petite extrapolation des choses. Et donc, on est dans un monde. Alors, on peut reprocher aux recommandations, mais est-ce que c'est bien leur rôle d'être totalement disruptives dans ce domaine comme dans d'autres, hein? On pourrait parler des trithérapies, des quadrithérapies qui sont évoquées, hein? Mais leur rôle, c'est déjà faire bien, d'appliquer bien les conclusions d'essais majeurs historiques qui ont fondé la maladie. Mais franchement, c'est un faux débat parce que même si vous dites que le diagnostic doit être basé sur les mesures au cabinet, enfin, en tout cas, c'est la base, ils vous disent partout qu'il faut conforter ce diagnostic avec des valeurs ambulatoires. C'est un faux sujet, c'est un faux débat, ça. Le brassard à poignet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est peut-être moins bien qu'un brassard classique, mais c'est quand même bien pratique pour tout le monde? Est-ce que Donc, tu penses attention, on parle bien d'un brassard classique, c'est-à-dire avec un brassard, hein. On ne parle pas des montres sans brassard. Alors, j'ai vu des montres qui gonflent. Je ne citerai pas la marque. D'accord. Non, mais attends, donc on parle bien des appareils d'automesure au poignet. Voilà. Les appareils d'automesure au poignet, on sait qu'ils sont moins fiables parce que plus susceptibles à la positionnement du bras, d'accord? Ils sont nullissimes quand tu es en arythmie. Nullissimes, parce qu'il faut savoir que tous ces appareils sont en général mauvais en arythmie, puisqu'ils ont besoin de RR, d'espace RR identique pour mesurer une pression moyenne, extrapoler une diastolique et détecter une systolique. Si tu n'as pas un RR, tu ne peux pas détecter une PAM, tu sors des chiffres complètement faux. Donc, quand tu es en FA, ce qui va être intéressant, c'est essentiellement vaguement détecter une systolique et là, le brassard au bras huméral va être plus fiable. La seule indication que je vois au brassard au poignet, c'est les grands obèses. Quand tu as des bras coniques, des choses comme ça, le brassard au poignet, parce que les poignets sont rarement aussi gros que le reste une source d'intérêt pour mesurer et évaluer le niveau tensionnel ambulatoire chez ces patients. Pour le reste, il faut quand même leur conseiller d'avoir un brassard huméral, s'ils ne l'ont pas déjà acheté. Tu as déjà parlé de l'hyperaldostéronisme, je voulais juste être certain. En gros, ce que tu dis, contrairement à ce que je disais avant, il n'y a pas besoin d'arrêter les médicaments. C'est-à-dire, si vous avez l'IEC, etc., si votre rénine, elle devrait être haute. Et si elle est basse, hyper basse, c'est que… C'est l'interprétation. Ils disent de manière plus scientifique, ils disent que ce qu'il faut faire en première intention, c'est le rapport aldostérone sur rénine. Et il y a une norme que vous connaissez qui est autour de 64, qui tient compte de cette mixture. Mais ce rapport, il peut être faussé par une classe thérapeutique, une et demie, on va dire, que sont les bêta-bloquants, qui sont des antirénines, d'accord? Et la rilmantidine, qui, quand elle est donnée à 2 mg par jour, a une activité antirénine de l'ordre de 30%. Mais si, en gros, vous êtes dans les clous des recommandations de prévention primaire, que vous avez donné un IEC ou un Zartan, un calcique qui est neutre et un diurétique, l'IEC ou le Zartan fait monter la rénine par rétrofeedback, le diurétique la booste. Et donc, si vous mesurez juste la rénine et qu'elle est basse, élevée, c'est comme les dédimères, vous pouvez rien exclure. Mais si elle est basse, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque l'activité de la rénine, c'est soit un excès d'aldostérone, soit que les gens ne prennent pas leurs médicaments. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça, vous pouvez le faire au laboratoire en même temps que le Yono. Et vous avez tout un pan de débrouillage de votre bilan étiologique qui est fait grâce à ça.
Il y a pas mal de questions sur les anti-aldo et donc on me demande notamment la spironolactone, est-ce que tu commences au 12,5 et tu augmentes, est-ce que tu titres? Et il y a même une question sur l'éplérénone. Ouais. Est-ce que tu penses, est-ce que tu utilises l'éplérénone couramment, notamment dans la chair résistante? Il y a deux Ouais. questions. Alors, il faut bien différencier la situation d'hyperaldostéronisme primaire, l'adénome de Cône authentifié, où là, les doses dont on va avoir besoin, soit en préopératoire, soit parce qu'ils ont une hyperplasie bilatérale et qu'on ne va pas les opérer, vont être beaucoup plus importantes, puisqu'on part de l'ordre de 1 mg kilo, donc on est autour de 75 mg d'aldactone et qu'on peut monter jusqu'à 150, et avec tous les risques d'intolérance qui sont très problématiques, et c'est pour ça qu'on attend la finérénone et d'autres dans ce domaine. Deux, la situation d'HTA résistante essentielle, où on a besoin de petites doses. Et ce qui a été démontré, c'est pas plus que 50 mg. Et selon la fonction rénale que vous avez, selon l'importance des hyperkaliémiants que vous avez mis, c'est pas pareil de mettre un 25 de ramipril ou 10 de périndopril, et donc le risque d'hyperkaliémie, vous allez commencer à 12,5 ou à 25, mais de toute façon, vous n'irez pas à plus de 50. Chez les intolérants à la spironolactone, l'éplérénone peut être une alternative. On a eu l'indication compassionnelle, donc vous pouvez l'utiliser. Dernier point, il ne faut pas oublier qu'il existe encore le modamide qui peut vous rendre service. Simplement, il est trop faiblement dosé dans cette indication et que comme ça fait beaucoup de comprimés en plus, puisqu'on peut aller jusqu'à 20 mg de modamide, et 20 mg de modamide, ça fait 4 comprimés de modamide, 2 le matin, 2 le soir, et ça rajoute à des gens qui en ont 3 par ailleurs. Énorme gratitude. J'ai quand même une question par curiosité. Tu as dit que ces recos ESH ne sont pas des recos ESC. Est-ce que tu sais si ça va être, on attend à l'ESC une reco HTA ou ça n'a rien à voir, l'ESH travaille indépendamment? Je suis plus dans, j'ai jamais été, et je suis encore moins en ce moment dans ce premier cercle très politique de l'hypertension artérielle à l'échelon européen, en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie compétition, des sociétés savantes, renforcées plus ou moins par l'intérêt qu'il peut y avoir à des nouvelles techniques qui sont très cardiologie interventionnelle, comme la dénervation, par exemple. Je pense que il y a un peu de friture entre ESC et ESH. J'en connais pas les détails et c'est pas intéressant. Je pense qu'il y aura très probablement quelque chose à l'ESC ou là ou plus tard autour de recommandations. Comment ils se positionneront par rapport à celle-ci, ça fera un sujet de débat pour ceux qui s'intéressent mais il faut retenir quand même le fond du sujet. L'important, c'est les malades. L'important, c'est que même si c'est pas le dernière maladie, même s'il n'y a pas de révolution thérapeutique, et il y en aura dans quelques mois, je l'espère, avec les anti-endothéline et puis d'autres, faire de l'hypertension bien, c'est une marge de bénéfice et on vous attend là-dessus. La société publique, la santé publique vous attend en tant que cardiologue là-dessus parce que la marge de bénéfice, elle est monstrueuse. Faire un peu quelques millimètres de mercure à l'échelon de la population, vous gagnez bien plus que de faire vachement mieux sur 200 malades en France. Et c'est votre cœur de métier. Et le pire, c'est que vous êtes ressenti comme les spécialistes de l'hypertension. Donc, vous ne pouvez pas vous défausser. Vous devez connaître les recos, vous devez vous intéresser à la pharmacologie qui est de moins en moins connue par les jeunes générations parce qu'elle n'est plus apprise. Et donc, voilà, il y a un temps de up-to-date et merci à Walid de dédier à l'hypertension un peu de temps au CNCH. Énorme gratitude encore, vraiment merci. Finalement, on est resté beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'était vraiment pour la bonne cause. C'est dense et je te remercie encore vraiment de nous avoir accordé ce temps aussi tard. Et puis, merci à tous de nous suivre. Et merci Jean-Jacques et à très bientôt. Et je vous invite à aller lire l'article de Jean-Jacques dans CardioH qui va sortir en juillet, qui sera en ligne au mois de juillet. Merci beaucoup Jean-Jacques et merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir, bon été à vous tous. Ouais, merci à tous. Au revoir.